Et on a très vite compris qu'on avait affaire à des gens qui étaient ultranationalistes dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette 17e, si je ne dis pas de bêtises, édition de Pas content avec ta Bibiane. Ça peut changer en fonction de l'ordre de diffusion. Et ce soir, on est en direct avec Jacques Sapir. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Oui, ceux qui ont assisté au début savent qu'on a eu des petits soucis. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes économiste, spécialiste de l'économie russe, et vous êtes aussi un petit peu l'idole des souverainistes depuis que vous avez inventé dans les années 2000 le concept de démondialisation. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai repris, mais... Vous l'avez repris seulement, d'accord. Ah oui, tout à fait. Celui qui a inventé le concept, c'est Bello, c'est ce sociologue philippin. Moi, j'ai apporté évidemment ma vision d'économiste, mais je n'ai pas créé le concept. Politiquement, vous vous définissez souverainiste, c'est ça? Oui, on est tout à fait, d'accord là-dessus. tout à fait. Souverainiste de gauche, souverainiste de droite? Alors, je pense que ça n'a pas de sens. Je pense que d'une certaine manière, ce qui est important, ce sont les usages que l'on fait de la souveraineté, et que de ce point de vue-là, je suis quelqu'un de gauche, souverainiste, mais je maintiens que ça n'a pas beaucoup de sens de parler de souverainisme de gauche ou de souverainisme de droite. D'accord. D'accord. Alors on a voulu vous inviter parce qu'on vit une période un petit peu étrange en ce moment avec la Russie. Henri Guénaud a déclaré il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, que nous marchions vers la guerre comme des somnambules. Oui, c'était la tribune qu'il avait faite dans le Figaro, absolument. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'on va, c'est la grande question que se posent les gens, vers une vraie guerre mondiale? Alors, je pense que Henri Guénaud a un petit peu forcé le trait, mais j'approuve qu'il l'ait fait parce que, d'une certaine manière, il faut absolument réveiller l'opinion publique. Oui, nous allons vers une montée des tensions qui n'est pas maîtrisée. Alors, est-ce que ça va aboutir à une troisième guerre mondiale? Je ne le pense pas. Je suis déçu. Je suis déçu. Remarquons toujours que les pays de l'OTAN et les États-Unis ont bien mis une limite très nette à leur action. Pas de soldats en Ukraine, pas d'intervention directe du côté ukrainien. Après, indirectement, tout est possible. Et évidemment, des livraisons d'armes. Néanmoins, on est dans une logique d'affrontement entre l'OTAN et la Russie. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que c'est la Russie qui a provoqué cela. S'il n'y avait pas eu la décision de la Russie d'intervenir militairement en Ukraine, on n'en serait pas là, en tous les cas pas sous cette forme. Quelqu'un dirait qu'elle y a été contrainte par le refus des Occidentaux d'ouvrir toute porte à une vraie discussion, comme le réclamait par exemple Mélenchon depuis quasiment 15 ans, de post-mur de Berlin pour parler de la reconstruction de l'Europe de l'Est. C'est une évidence. On a mis des râteaux à Poutine depuis 2003. Quoi. C'est une évidence. C'est évident aussi que la situation telle qu'elle existait après les événements de 2014 était une situation instable. C'est évident aussi que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk. Angela Merkel et François Hollande annonçaient donc qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu en Ukraine. Les accords de Minsk prévoyaient notamment l'arrêt des combats et un nouveau statut pour les régions de l'Est du pays. Début février, les députés ukrainiens ont reporté le vote de la réforme constitutionnelle prévue il y a un an par les accords de Minsk, mais pour certains, cela ne suffit pas. Le seul fait d'évoquer un statut spécial pour le Donbass, c'est déjà une honte. C'est jouer le jeu de Poutine. L'Ukraine ne respecte pas le cessez-le-feu. Elle ne vote ni la nouvelle constitution, ni la loi sur un statut spécial pour le Donbass. Mais le plus grave, c'est qu'elle ne nous consulte pas. Et si elle ne le fait pas, les accords de Minsk n'existent pas. Bien. Ceci étant dit, la décision de provoquer une guerre, la terminologie russe d'opération militaire spéciale, elle est spécieuse, excusez-moi. Bon, la décision de provoquer une guerre, elle a, d'une certaine manière, provoqué la situation actuelle. Mais vous avez tout à fait raison de souligner sur le fait que la Russie était en droit de considérer que l'extension de l'OTAN, et surtout que l'attitude générale des pays occidentaux à son égard était une attitude inamicale. Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков в каждой.
Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии? Et de considérer qu'il y avait des problèmes qui nécessitaient d'être réglés. Je pense, pour ma part, que cela n'impliquait pas une opération militaire et que si simplement la Russie s'était contentée de sa position au 23 février, c'est-à-dire on reconnaît les deux républiques autoproclamées, Donetsk et Lugansk, et donc on fait rentrer des troupes. Et à partir de là, si les Ukrainiens décident de tirer sur ces républiques, on riposte, et on riposte avec toute la puissance de feu dont on est capable de faire. C'était, à mon avis, suffisant pour calmer les choses. La décision qu'ils ont prise d'intervenir militairement, là, est une décision qui, évidemment, a changé le contexte et qui conduit, par d'autres décisions prises par les dirigeants occidentaux, alors certains par calcul, pour le cas des Américains, d'autres pressés par une opinion publique qui est beaucoup plus dans l'émotion que dans le calcul réel, je dirais, de la situation. Bon, moi, je suis plutôt côté Ukraine, hein, je pense, comme beaucoup d'entre nous. On est côté liberté. Je pense que Poutine, il manque quand même de respect à l'Europe en faisant ce qu'il a fait. On est en train de rentrer dans une logique de montée aux extrêmes qui est effectivement inquiétante. Je répète que je ne crois pas, à l'heure actuelle, à l'existence d'un risque de guerre mondiale. Pour qu'on puisse parler de risque de guerre mondiale, il faudrait qu'un pays comme la Chine, par exemple, se décide à se joindre d'une manière ou d'une autre au conflit, sous une forme ou sous une autre, hein, en envoyant par exemple des troupes en Ukraine, ce qui est évidemment impensable, ou peut-être... Pour quelle raison ? Parce que la Chine n'a aucun intérêt à le faire, tout simplement, si vous voulez. Ou en intervenant à Taïwan. Ça, c'est un autre problème. Nous allons faire tout ce qui est possible pour se rapprocher d'une réunification dans le calme et dans la paix. Mais nous ne pouvons pas promettre de renoncer à l'usage de la force. Bien, mais pour l'instant, on n'est pas dans une logique de guerre mondiale. Néanmoins, on est dans une logique de montée des tensions qui n'est pas maîtrisée par les différents chefs d'État, sauf ceux qui veulent délibérément cela. Et là, la balle est dans le camp des États-Unis. Et je pense que effectivement, de ce point de vue-là, la tribune d'Henri Guénaud, elle a eu un effet très positif, qui a été d'une certaine manière d'obliger les dirigeants politiques, d'obliger l'opinion publique à se réveiller un petit peu. Et vous avez tout à fait raison de le dire, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, qui là-dessus, depuis des années, tire la sonnette d'alarme, que ce soit des responsables européens, pas nécessairement des fonctionnaires de l'Union européenne, mais des gens qui ont travaillé autour de l'Union européenne, qui étaient extrêmement inquiets de la manière dont les accords de Minsk n'étaient pas appliqués. Il y a plusieurs groupes de gens qui ont attiré l'attention sur le fait qu'on avait tous les éléments pour qu'une crise grave se produise. Et voilà, maintenant, cette crise s'est produite et il convient, d'une certaine manière, de tout faire pour en limiter les conséquences, pour limiter la tension et pour organiser
Alors bien sûr que ça ne se fera pas simplement en le disant, il faut que et les Ukrainiens et les Russes trouvent un intérêt là-dedans, mais pour organiser des négociations, car il n'y aura de sortie de cette guerre que par la négociation. Il faut bien comprendre, la Russie ne peut pas, d'une certaine manière, vaincre, ou, alors ça dépend de ce qu'on appelle vaincre, mais disons, on voit très clairement qu'aujourd'hui, la Russie n'a pas, en l'état actuel, les moyens d'une occupation de l'ensemble de l'Ukraine, occupation qui serait extrêmement coûteuse en hommes, en moyens, etc. Et inversement, les Ukrainiens, quelles que soient les rodomontades qu'on entend, n'ont pas les moyens de battre globalement l'armée russe. Donc, il va falloir, à un moment donné, que l'on négocie. Et de ce point de vue-là, il est important d'utiliser tous les instruments pour inciter les uns et les autres à la négociation. Alors, vous dites, militairement, l'Ukraine, elle n'a pas de possibilité de vaincre la Russie, mais on est quand même d'accord pour dire qu'elle résiste mieux que prévu à l'envahisseur. On se souvient ici, il y a 2 mois, on faisait des émissions où même des gens qui ont été dans l'armée, des experts militaires, disaient, bon, ils vont se faire littéralement plier. Par contre, les sanctions économiques pourront marcher. Et là, on a presque l'impression qu'on assiste à l'inverse, c'est-à-dire une résistance militaire sur le terrain qui fonctionne mieux que prévu, mais une résistance économique, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est appelée, dont on peut se poser la question, à défaut de la légitimité, mais de l'efficacité sur le terrain. Et là, moi, j'y comprends plus rien et je suis pas tout seul. Même si pour l'instant, on va dire, les canons occidentaux crachent de façon modérée, en tout cas, en ce qui concerne les planches à billets, ça se passe autrement. Ils se prennent des sanctions monstrueuses dans le museau. On parle maintenant carrément de plus leur acheter de pétrole. D'un côté, on a Vladimir Poutine qui dit que ce serait un suicide politique pour les Occidentaux de se passer de pétrole russe. Et quand on essaie de se faire une opinion là-dessus, alors là, il n'y a que des extrêmes. D'un côté, on a des pro-russes qui nous disent que Vladimir Poutine, il s'en tartine le coquillard des sanctions. La Russie va très bien, que c'est à 2 doigts d'être les lendemains qui chantent et les chants glorieux des travailleurs du kolkhoz. Et de l'autre côté, quand on écoute les poutinophobes, ils nous disent ils sont en train de vendre le mobilier, c'est terminé, Poutine va rendre les clés, il est à 2 doigts de se faire renverser. Et pour reprendre Bruno Le Maire, c'est la faillite économique en Russie. On est bien placé pour donner des leçons. Qui a raison dans cette histoire ? Comment va la Russie économiquement ? Et qui a le plus à perdre ? Est-ce qu'on a les moyens, alors Français, Européens, OTAN, de réellement calmer Poutine par le biais des rétentions économiques ou il s'en fout vraiment, comme le disent les pro-Poutine ? Alors, regardons la situation de l'économie russe, et j'en parle d'autant mieux que mes collègues de l'Institut de prévision de l'économie, qui est un institut de l'Académie des sciences, viennent justement de publier un premier rapport sur la situation de l'économie russe. Oui, les sanctions ont eu un effet, en ce sens que la croissance de l'économie russe, qui était importante au 4e trimestre de 2021, s'est fortement ralentie. Mais les sanctions sont très loin d'avoir provoqué l'effondrement dont toute une série d'experts sont en train de parler, y compris d'ailleurs les experts de l'Institut de prévision de l'économie, qui eux-mêmes font leur autocritique sur des prévisions qui étaient trop pessimistes qu'ils avaient publiées vers la mi-mars ou le début avril de cette année. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Aujourd'hui, le premier trimestre, alors dans ce premier trimestre, on a 2 mois sans guerre, puisque la guerre n'a commencé que le 24 février, et 1 mois guerre et donc sanctions le mois de mars. Ce premier... on n'a pas de data sur avril, c'est ça ? On a aussi des données sur avril, mais si vous voulez, les Russes fonctionnent en fait par données trimestrielles et par données mensuelles. Bon, okay. Les données trimestrielles montrent un ralentissement de la croissance, mais toujours une croissance. Grosso modo, l'économie russe a cru de 3% en glissement. Alors j'explique tout de suite. Le glissement, c'est quand on compare le premier trimestre de 2022 au premier trimestre de 2021. D'accord. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, l'économie russe a cru d'environ 3,1%. Il était annoncé qu'elle devait croître de 4,5%. Donc oui, il y a bien une réduction de la croissance, mais néanmoins, cette croissance reste positive. Et mes collègues ont fait le calcul. Si on veut avoir
une baisse du PIB entre moins 8 et moins 12%, ce qui est annoncé par les experts occidentaux. Cela voudrait dire comme objectif, voilà. Ça voudrait dire que pour le deuxième trimestre de 2022, on devrait avoir une baisse du PIB de moins 14%. Ce qui ne sera pas. Ce qui ne sera très clairement pas le cas. Et ils disent même que leurs propres estimations qui tablaient sur un recul du PIB, de la production, d'environ 6% cette année, étaient très probablement pessimistes. Alors, ils ne donnent plus de chiffres. Si vous voulez, parce que, alors, voilà, même le mois d'avril, donc là encore, mois de guerre, malgré tout, on a une croissance faible, mais on a une croissance d'environ 0,2 à 0,3% par rapport au mois de mars et encore plus par rapport au mois de février. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, la dynamique de croissance de l'économie russe est telle que, fondamentalement, le résultat, moi je vais me hasarder à une prédiction, le résultat pourrait être entre une croissance de 1% et une baisse du PIB de l'ordre de 3%. Pour l'instant, c'est ce que l'on peut dire. Donc, en gros, le pire qui peut leur arriver, c'est de devenir la France. Grosso modo. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur la question financière. Car là, effectivement, on a des sanctions extrêmement fortes qui ont été prises. Sur les oligarques, sur tout ça. Alors, sur les oligarques, c'est en fait du détail, parce qu'on a énormément de mal à pouvoir, si vous voulez, réellement identifier les propriétés des oligarques, une partie d'entre elles étant évidemment couvertes par des sociétés qui sont aux îles Bahamas, dans différents paradis fiscaux. Bien. Revenons maintenant sur les conséquences des sanctions internationales contre la Russie. Oui, il y a une longue liste de personnalités visées par ces sanctions. Plus de 500 des oligarques de grande fortune russes dont les avoirs vont être gelés, voire saisis. Mais comment fait-on pour retrouver leurs traces, se demande Boris. Gaëtan Mélin, chef du service éco de BFM, est avec nous. Alors le ministre Bruno Le Maire a parlé d'une task force qui a été spécialement mise en place. Très concrètement, la volonté des gouvernements occidentaux était de provoquer une crise du rouble, un effondrement du rouble, de manière à provoquer une forte hausse de l'inflation. Et on pensait, enfin, ce que pensaient les gens, c'est que cette hausse de l'inflation provoquerait immédiatement de fortes réactions de la population russe. Bien. Pour pousser Poutine dehors. Voilà. Ou en tous les cas, pour l'inciter à arrêter la guerre. Concrètement, la Banque centrale de Russie a mis en place des mesures qui ont permis au rouble de se renforcer. Et en fait, aujourd'hui, le taux de change du rouble est supérieur à ce qu'il était au début de cette année. Donc, c'est un échec complet de ce point de vue-là. La situation permet même aujourd'hui, depuis la fin du mois d'avril, permet à la Banque centrale de Russie d'alléger le contrôle des changes et d'alléger une partie des mesures qu'elle a prises. Donc là, il y a un échec total de ces mesures. Après, on a des mesures qui visent l'économie russe dans sa dimension technologique. C'est l'interdiction d'un certain nombre d'exportations à haute valeur ajoutée ou à haut contenu en technologie. Là, les collègues de l'Institut de prévision sont visiblement beaucoup plus inquiets. Et ils disent, oh oui, ça aura des conséquences. On ne peut pas encore mesurer exactement ces conséquences, mais ça aura très certainement des conséquences, sauf si, et c'est un point important, sauf si l'économie change de paradigme de croissance et que d'une certaine manière, nous ne soyons plus dans une économie libérale ou néolibérale, et que l'on s'oriente vers une économie qui soit plus ouvertement centrée sur la production, sur la croissance et, d'une certaine manière, plus encadrée par l'État. Et ça, c'est retour au protectionnisme pour sauver le... Oui, retour au protectionnisme, il est fait, de toutes les manières. Oui. Et ça, si vous voulez, c'est un deuxième texte qu'ils ont publié lundi dernier, donc le lundi 16 mai, qui était publié en russe dans le
le grand hebdomadaire russe qui s'appelle Expert, qui est un espèce, je dirais, de mélange entre Capital et l'Express. Hein, si vous voulez, il y a une grosse dimension économique et une dimension politique aussi. C'est crédible, c'est sérieux? Oui, c'est très crédible. L'Express, moins. Oui. Bon, disons, ce sont de véritables journalistes. Et le texte qu'ils ont publié s'appelle « Mémorandum pour une croissance souveraine ». Si vous voulez. Et on voit bien ce qu'il dessine. Il dessine en réalité le paradigme d'une croissance de l'économie russe qui se ferait dans une situation où la Russie aurait de moins en moins de relations économiques avec les pays occidentaux. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que dans le texte, ils appellent ces pays les pays vieux capitalistes. Vieux capitaliste? Oui, tout à fait. Quoi, c'est une traduction d'un anglicisme foiré? Non, c'est quelque chose de typiquement russe qui consiste à dire il y a les pays qui sont vieux capitalistes et les pays qui sont des capitalismes neufs ou émergents, comme la Chine, l'Inde, etc. Donc, en fait, c'est une manière pour opposer les pays de vieilles traditions capitalistes, les pays européens et les États-Unis, au reste du monde, où on peut penser que le capitalisme s'est développé plus récemment, il y a grosso modo une quarantaine d'années. Bien. Donc ils disent, dans le cadre de cet affrontement, la Russie doit s'appuyer sur l'ensemble des pays qui ne sont pas des pays vieux capitalistes, justement. C'est important, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Malaisie, enfin il y a toute une série de pays, et sur cette base, doit construire un modèle de croissance qui soit un modèle de croissance souverain, qui lui permette de ne pas avoir sa croissance prise en otage par d'autres pays. C'est un texte qui est très intéressant. Est-il complètement réaliste, ou en tous les cas, y a-t-il une chance que le gouvernement russe l'applique à 100%? Ça, c'est un autre problème. Bien, on verra, si vous voulez, il est trop tôt encore pour se prononcer là-dessus, mais il est très clair qu'il y a aujourd'hui une réflexion sur quelle sera la trajectoire économique de la Russie pour les 10 ou les 15 ans à venir, et on voit bien que les collègues russes sont en train de penser un modèle économique de développement, de croissance, mais qui soit très largement isolé ou séparé de ce qui se passe en Europe et dans l'OTAN. Donc l'objectif de l'OTAN, c'était d'affaiblir la Russie économiquement, déjà pour la pousser à la faillite, mais aussi pour pousser le peuple à se retourner contre Vladimir Poutine. On a vu que du point de vue de l'efficacité économique, c'était plus qu'à modérer. Et concernant l'aspect popularité de Vladimir Poutine, sa stabilité en Russie en ce moment, est-ce que sur ce point-là, il a été déstabilisé? Parce que vous qui êtes un spécialiste vraiment de la Russie, la rumeur du Poutine malade au bord de la mort, c'est quoi? C'est une tentative de déstabilisation des services secrets américains qui prend pas plus que ça, ou c'est du sérieux? Comment est la population derrière son président en ce moment? Est-ce qu'ils ont renforcé le nationalisme russe, ou est-ce qu'ils ont réussi à le faire chavirer au sein de la population là-bas? Alors ils ont très clairement renforcé le nationalisme russe. Okay. Et alors, ce qui est intéressant, ou en tout cas, ce qu'il faut noter, je ne dis pas que j'approuve, mais il faut le noter, c'est que le nationalisme a gagné, y compris les élites occidentalisées. Et ça, c'est un point important. En fait, de ce point de vue-là, les sanctions et les tentatives d'isolement de la Russie ont été complètement contre-productives. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui s'oppose à Poutine. Il y a toujours eu une opposition, en réalité, à Poutine, mais dans sa très grande majorité, il est soutenu par la population, et je vous dis, y compris dans les milieux occidentalisés, qui sont les milieux de Moscou, de bourgeois, des grandes villes, voilà, population monde. Voilà, bon, okay. Ça représente malgré tout 30 millions de personnes sur les 144 millions d'habitants en Russie. Hein. Donc, ce n'est pas si important que ça. Bon. Non. Mais
en son sein, il y a eu un sentiment nationaliste qui consiste à dire, et y compris des gens qui sont opposés à Poutine le reconnaissent, bon, l'Occident ne veut pas de nous, eh bien on va faire un immense bras d'honneur à l'Occident et on va se débrouiller tout seul. Donc là, de ce point de vue-là, pour l'instant, il est clair que la campagne à la fois de sanctions et d'isolement, ou de tentatives d'isolement plus précisément, menée par l'OTAN et par les pays occidentaux, elle a plutôt abouti au résultat inverse. D'accord. Et la France, elle, comment est-ce qu'elle s'en sort de cette crise énergétique à venir? Est-ce qu'elle peut compter sur les matières premières de nos amis algériens, par exemple? Est-ce qu'elle a des moyens de s'en sortir sans pétrole russe, la France? Est-ce que l'Algérie peut nous sauver? Est-ce que 1, 2, 3 ou pas? Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing. Alors, d'abord, il faut dire que la France est, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, le pays le moins dépendant des énergies fossiles. Donc, attention à ne pas décalquer de la situation française la situation des pays de l'Union européenne. Nous sommes un cas particulier, un cas de très grande indépendance énergétique, même si on a malgré tout des éléments de dépendance. Pourquoi? Tout simplement, oui, c'est le nucléaire. C'est l'importance du secteur nucléaire. Et ce secteur nucléaire, on le voit très bien, protège en large partie l'économie française. Après, si on regarde le niveau de dépendance, oui, on a une dépendance plus aux produits raffinés qu'au pétrole brut. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on achète du pétrole brut à la Russie, on pourrait l'acheter ailleurs, ça nous coûterait plus cher. Il faut le dire très, très simplement. C'est-à-dire que si on va sur le marché mondial, il va falloir payer le pétrole 113, autour de 112 à 113 dollars le baril, plus le coût de transport. Car ça, c'est le prix à la pompe. Hein. Mm-hmm. Bon. Et puis, surtout, c'est le problème des produits raffinés. Si nous n'importons qu'environ 15% de notre pétrole de Russie, nous importons plus de 70% de notre gazole de Russie. En réalité, la France a liquidé une grande partie de ses raffineries de pétrole, parce que c'est polluant, parce que les ouvriers français coûtent trop cher, toutes les raisons qu'on connaît, quoi. Bon. Et elle achète à la Russie qui, elle, a développé son secteur du raffinage. Et là, la substitution sera beaucoup plus difficile. Donc d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est on a des solutions de secours. Par exemple, la solution algérienne est pas mal évoquée. Alors, la solution algérienne a été évoquée pour le gaz, pas pour le pétrole. Ah, autant pour moi. Elle est évoquée pour le gaz. Mais les Algériens ont dit très nettement qu'ils n'entendaient pas accroître leur livraison de gaz. Ah. Parce qu'ils sont, disent-ils, embutés quant à leur capacité de livraison. Autre point, les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, bon, l'Arabie Saoudite est un très gros producteur de pétrole, ont refusé d'accroître leur production. Ou plus précisément, ont refusé d'accroître leur volume de production au-delà de ce qui avait été prévu dans les accords entre l'OPEP et les pays de l'OPEP+, c'est-à-dire la Russie, en décembre dernier. Donc, il ne faut pas s'attendre à une forme, je dirais, d'aide de ce côté-là. Le Qatar, alors oui, il produit beaucoup de gaz. Hein, le Qatar est un énorme producteur de gaz au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il produit comme gaz? C'est du gaz liquéfié. Parce qu'il n'y a pas d'oléoduc, il n'y a pas de gazoduc qui aille du Qatar jusqu'à l'Europe. Or, le problème, c'est que nous importions l'équivalent de 4 mètres cubes de gaz de Russie pour 1 mètre cube de gaz liquéfié. L'Europe, globalement. Et aujourd'hui, si on veut augmenter les volumes de gaz liquéfié, il faut qu'on augmente le nombre de stations de regazéification. Alors, les Allemands sont en train de travailler comme des bêtes là-dessus, mais il leur faudra au moins 3 ans, et peut-être plus, pour les construire. Pour les construire. Et puis, il faut des méthaniers. Il faut des méthaniers. Il n'y a pas assez de bateaux. Il n'y a tout simplement pas assez de bateaux.
Donc il faudra aussi construire des bateaux. Alors, très bien, ça va faire la fortune des chantiers navals chinois, coréens, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de substitution. Et tout ce que l'on raconte là-dessus, ce sont des effets de manche, c'est des effets d'annonce. Il est très clair que l'objectif maximal que puisse se donner l'Union européenne, c'est de dire, d'ici 5 ans, nous n'importerons plus rien de Russie. D'ici 5 ans. D'ici 5 ans, les Russes et les Chinois auront construit de nouveaux gazoducs qui amèneront le gaz russe, et des oléoducs qui amèneront le pétrole russe vers la Chine, vers l'Inde, etc. Et d'une certaine manière, les capacités d'exportation de la Russie seront tout simplement saturées par leurs nouveaux clients et par leur nouveau marché asiatique. Et en parlant du marché européen, justement, enfin même de ce marché global, qui, justement, est en train de réaliser un bon coup dans cette histoire, parce qu'on entend plusieurs sons de cloche. Il y a ceux qui disent que c'est les États-Unis, les grands gagnants de cette histoire, parce qu'ils vont nous suggérer d'acheter du pétrole américain, le fameux gage de schiste américain aussi, qui est censé être horrible pour l'environnement. Il y en a qui disent que c'est les Saoudiens qui s'en tirent bien, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse croissance en ce moment en Arabie Saoudite avec les achats de pétrole. Et puis il y a ceux comme notre ami Georges Kuzmanovic qu'on a reçu il y a 2 mois sur la question, qu'on salue au passage, qui nous disait que pour lui, c'était la Chine, le grand gagnant de cette histoire. Si on devait faire un petit classement, laquelle de ces analyses vous partagez? Est-ce que les 3 ont fait une bonne opération? Qui a fait la meilleure opération? C'est la Chine. C'est la Chine? C'est la Chine très nettement. C'est la Chine très nettement. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Les États-Unis, parce qu'elle se trouve aujourd'hui en position d'arbitre, si vous voulez, et les États-Unis comprennent bien qu'ils ne peuvent plus, d'une certaine manière, trop insister sur toute une série de sujets sur la Chine. Lesquels, par exemple? Par exemple, de dire à la Chine, vous ne devez plus du tout commercer avec la Russie. Chinois leur disent, non, vous rêvez. Mais ils n'auront jamais dit d'accord. Bien sûr, mais si vous voulez, voilà, ça, bon. Mais même sur Taïwan, je pense que les États-Unis vont être pris dans une situation assez complexe, parce que on voit bien qu'ils n'ont plus intérêt à construire la Chine en ennemi antagonique actuellement, mais ils ne peuvent pas non plus donner des signes de faiblesse qui pourraient laisser croire à Pékin que la route lui est ouverte pour récupérer Taïwan d'ici 2 ou 3 ans. Bonjour, on est les Chinois. Donc là, vraiment, ce sont les États-Unis qui sont dans un corner, et les Chinois ont, d'une certaine manière, une situation qui leur est très favorable, moyennant qu'ils gèrent la question de la pandémie de la Covid de manière peut-être un petit peu plus humaine, mais ça, c'est un autre problème. Après, c'est juste de la prospective, mais si demain, pour vous, la Chine prend Taïwan, les États-Unis ne bougent pas? Ils ont envoyé des messages contradictoires. Biden a dit on réagira. Le Pentagone et le département d'État a dit il n'est pas question d'envoyer des soldats mourir pour Taïwan. Les États-Unis sont-ils prêts à une intervention militaire pour défendre Taïwan en cas d'attaque de la Chine? Le président Joe Biden a répondu jeudi par l'affirmative lors d'un échange avec des électeurs. Mais au lendemain de ces déclarations, le chef du Pentagone a refusé de confirmer ses propos à l'issue d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Personne ne souhaite voir les questions transversales se heurter à des obstacles, certainement pas le président Biden. Et il n'y a aucune raison pour que cela se produise. Nous continuerons d'aider Taïwan avec toutes les sortes de capacités militaires dont il aurait besoin pour se défendre lui-même. Nous restons concentrés sur ces mesures. Interrogé sur le risque de voir les forces de l'OTAN entraînées dans un potentiel conflit américain avec la Chine, le secrétaire général de l'Alliance s'est lui refusé à toute spéculation. Ce qui importe, c'est de réduire les tensions dans la région, a-t-il souligné. Nous devons résoudre tous les litiges dans la région par des moyens politiques et diplomatiques. Les autorités chinoises maintiennent la pression sur Taïwan en multipliant notamment les exercices militaires en mer de Chine. Pékin a appelé Joe Biden à la prudence, assurant ne laisser aucune place au compromis sur les questions touchant à sa souveraineté.
Nous demandons instamment aux États-Unis d'adhérer effectivement au principe d'une seule Chine, de faire preuve de prudence dans leurs paroles et leurs actions sur la question de Taïwan et de ne pas envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan. La Chine considère l'île comme une de ses provinces et compte la récupérer dans son giron. Pékin menace d'utiliser la force en cas de déclaration formelle d'indépendance à Taipei. Donc on réagit sans avion, sans soldats. On réagit sans soldats, en sachant néanmoins que la conquête de Taïwan, c'est un débarquement. Le détroit quand même est assez large. C'est une opération extrêmement compliquée. Il n'est pas sûr que la marine chinoise ait actuellement les capacités de mener à bien complètement cette opération. Voilà, ils construisent l'équivalent de la flotte française tous les 5 ans. Oui, tous les 5 ans. Attendons de voir où ils seront dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais pour l'instant, si vous voulez, là, si on regarde les moyens disponibles, je pense qu'ils sont pas prêts à faire ça. Donc ça, c'est un premier point. Après, oui, les pays du Golfe, bien sûr, profitent de ça. Numéro 2, oui. C'est pas qu'ils ont augmenté leur volume de production, c'est que les prix augmentent très fortement. Alors, vous savez, le coût d'extraction, je dis bien le coût d'extraction du pétrole doit être autour de 7 à 10 $ le baril en Arabie Saoudite. 7 $. Voilà. La plus-value. Mais il y a un truc plus rentable que ça sur la planète, à part le caviar ? Non. 7 $, c'est revendu 113 ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, donc, on voit bien pourquoi ils gagnent énormément d'argent, et on voit bien d'ailleurs pourquoi ils sont très intéressés, parce que le royaume saoudien voulait privatiser sa compagnie, l'Aramco. Or, évidemment... Le pétrole. Le prix de vente dépend du prix du pétrole. Pendant la crise de la Covid, le prix du pétrole était tombé très bas, puisque l'activité économique mondiale s'était arrêtée. Là, il est en train de remonter au sommet, et on recommence à parler de cette privatisation comme étant une opération qui pourrait rapporter énormément d'argent à l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça, c'est bon. Après, les États-Unis. Oui, bien sûr, les États-Unis vont vendre du gaz de schiste, vont vendre du pétrole de schiste, qu'on appelle de l'huile de schiste, aux pays européens. Remarquons que le problème est le même, que le gaz vienne du Qatar ou qui vienne des États-Unis, viendra par bateau. Oui. Et on retombe sur le problème, pas assez d'installations, pas assez de bateaux. Bon, donc voilà. Mais il y a aussi un autre problème. Et c'est pas fini. C'est que pendant 2 ans, il n'y a pas eu d'investissement. Et encore maintenant, il y a très peu d'investissement dans le secteur pétrolier américain. Toujours, d'accord. Toujours, il y a toujours, et d'ailleurs c'est ce que remarquent tous les experts, alors que les prix ont fortement augmenté, normalement ça devrait entraîner une forte augmentation des investissements, ce n'est pas le cas. Donc, de toutes les manières, la capacité à monter en puissance de l'industrie pétro-gazière américaine, elle est limitée, ou plus précisément, ça ne sera pas une montée en puissance en 2-3 mois. Il faut plutôt raisonner sur une montée en puissance en 2-3 ans, en admettant que progressivement, on arrive à des niveaux d'investissement qui soient compatibles avec cette montée en puissance. Donc là encore, ça veut dire il n'y a pas de solution de court terme. Il y a peut-être des solutions de moyen terme. C'est-à-dire que, suivant que vous regardez la situation, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois ? Ou qu'est-ce qu'on fait dans 3 ans ou dans 5 ans ? Le paysage change de manière extrêmement importante. Bien. Mais, s'il change pour l'Union européenne, il change aussi pour la Russie. Car, dans 3 à 5 ans, la Russie aura développé ses capacités d'exportation vis-à-vis de la Chine et de l'Inde. Et d'ailleurs, un point extrêmement intéressant, l'Inde étudie maintenant la construction de pétroliers brise-glace, évidemment pour aller chercher du pétrole en Sibérie du Nord, en Russie, si vous voulez. Ouais, d'accord. Il faut savoir que l'Inde a augmenté par un facteur de 5 ses importations de pétrole russe. Alors, les Russes d'ailleurs font de gros rabais aux Indiens. Grosso modo, la Russie vend du pétrole
autour de 71 $ le baril à l'Inde, alors que le prix dit de marché serait plutôt de l'ordre de 110 à 115 $. Bon, évidemment, c'est extrêmement intéressant pour les Indiens. Mais néanmoins, il faut savoir que ces 71 $, c'est plus que les 65 $ qui étaient le prix théorique de vente avant le début de la guerre. Donc, de toutes les manières, les Russes s'y retrouvent et s'y retrouvent très largement. Si on regarde les besoins en énergie dans les 20 ans qui viennent de la Chine et de l'Inde, en sachant que ces pays vont abandonner progressivement le charbon qui représente plus de 50% dans leur mix énergétique. Si simplement ils veulent le réduire à 25%, donc diminuer de moitié, eh bien ça veut dire qu'ils vont devoir absorber plus de pétrole et plus de gaz que la Russie ne peut en exporter au total. Ouais. Au total. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, la Russie, elle est sûre d'avoir des clients solvables en Asie pour les 30 prochaines années. Quant à l'Europe, elle est sous le poids de l'inflation. Ça va pas très très bien. Et sur tous les plateaux de télé, nos ministres, anciens et bientôt nouveaux, nous expliquent que c'est la faute du conflit russo-ukrainien. Donc j'aimerais avoir là l'avis de l'économiste, parce que là, c'est à cause de la Russie. Avant, c'était à cause du pangolin. Avant, c'était à cause de Ben Laden. Avant, c'était à cause de la crise économique de 2008. Avant, c'était de la faute de l'Union soviétique. Bon, à chaque fois, il y a un truc. Mais il y a peut-être un truc à chaque fois, mais il faudrait à ce moment-là l'intégrer dans les prévisions. Est-ce que oui ou non, la situation d'inflation qu'on vit maintenant est liée au conflit russo-ukrainien, un peu, beaucoup, passionnément, totalement ou pas du tout? Alors, elle est un peu liée, mais il faut d'abord comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une inflation des matières premières et des produits semi-finis. C'est important à comprendre parce que on n'est pas dans une inflation traditionnelle. Alors, ça veut dire que quand vous avez cette forte hausse, par exemple, des prix du pétrole, toute société, même si elle n'utilise pas du pétrole comme matière première, mais qui a des machines, il faut les faire fonctionner. Vous les faites fonctionner comment? Avec de l'électricité, vos machines. Et cette électricité, sauf dans le cas de la France, elle est plutôt produite avec des hydrocarbures, pétrole ou gaz. Bien. Donc, globalement, nous sommes dans une situation où l'ensemble des matières premières sont en train de monter. Et ce n'est pas une situation qui date il y a 3 mois, c'est une situation que l'on pouvait voir se mettre en place au mois de juin 2021. Il y a à peu près un an, enfin il y a 11 mois. Nous disait Georges Kuzmanovic quand on le recevait, il disait l'augmentation de votre facture d'électricité à venir sera totalement indépendante, et il nous disait déjà que c'était prévu. Mais tout à fait, parce qu'on voyait que le prix du gaz commençait à augmenter fortement. Or, d'une certaine manière, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Bon, ce qui est un petit peu idiot dans le cas de la France, mais ça c'est la réglementation européenne. Comme l'Europe, dans l'ensemble, utilise beaucoup de gaz pour faire de l'électricité, il était assez logique d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Mais là où ça devient absurde, c'est de le faire dans le cas de la France, où on sait que le secteur électronucléaire produit environ 85 à 90% de l'électricité en France. Bien, de toute façon, c'est un problème de réglementation absurde au niveau de l'Europe. Mais on savait qu'il y avait cette hausse du gaz qui commençait déjà à s'annoncer. Et puis, on a vu d'autres hausses, en particulier les hausses sur les produits alimentaires, mais qui, là encore, ne sont pas liées à la guerre. C'était des hausses que l'on avait déjà constatées avant la guerre. Alors, maintenant... C'est un épouvantail. Alors, on doit honnêtement dire que la guerre n'améliore pas la situation. Les sanctions provoquent, c'est les sanctions d'ailleurs, plus que la guerre, qui provoquent une forte hausse des produits pétroliers et gaziers. Hein, grosso modo, on s'attendait à ce que le prix du pétrole, qui était de 40 $ au début de 2021, monte à la fin de l'année 2022 autour de 80 $. Bon, là, on n'est pas à la fin de l'année 2022 et on est à 112, 113. Bon. Donc là, il y a bien évidemment un effet guerre en Ukraine. Deuxièmement, le problème du prix des céréales. Alors, oui,
le fait que l'Ukraine ne soit plus en mesure d'exporter des céréales, y compris les céréales qu'elle a en stock sur la récolte de l'année dernière, la récolte de 2021. Car aujourd'hui, il faut savoir que les céréales que l'on vend sont les céréales que l'on a récoltées en 2021. Bon, elle ne peut plus. Parce que soit ça passait par les ports, donc Mariupol, out, Odessa, out, soit ça passait par le train. Mais les Russes ont détruit en fait les nœuds de communication ferroviaire à Lviv et à Ivanovo-Frankov. Donc, concrètement, aujourd'hui, l'Ukraine ne peut plus exporter. La Russie, elle, ne va exporter qu'avec parcimonie, et elle dit qu'elle ne va exporter que vers des pays qui lui sont alliés, comme l'Égypte, etc. Et par ailleurs, ce que l'on sait déjà, c'est que deux des plus gros producteurs, pas exportateurs, mais producteurs de blé, que sont la Chine et l'Inde, connaissent aujourd'hui de graves sécheresses qui vont faire baisser leur récolte. Or, en fait, les Chinois sont les premiers consommateurs de produits panifiables et de pâtes. Et les Indiens consomment aussi énormément de blé. Ce qui veut donc dire que l'on va avoir une baisse de la production, en partie liée à la guerre, en partie liée à des désordres climatiques, alors que la consommation reste très élevée. Donc là, oui, effectivement, le prix des céréales va atteindre des sommets et ça va poser un énorme problème politique dans des pays d'Afrique et dans des pays du Maghreb et du Machrek. Alors, il nous reste un quart d'heure pour faire deux questions rapides, plus les questions des gens, donc on va essayer de les faire assez vite. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que tu dis, la Russie a dit, on va continuer à faire du commerce avec des pays qui nous sont favorables. Mais c'est une question qui revient beaucoup parmi les gens de la communauté. On est bien d'accord, ou alors je dis n'importe quoi, qu'à l'heure actuelle, la Russie continue de vendre du pétrole aux États-Unis d'Amérique et à l'Ukraine. Je confirme. Mais comment c'est possible? Du gaz. L'Ukraine, c'est du gaz. L'Ukraine, c'est du gaz. Donc du gaz à l'Ukraine et du pétrole à... Mais c'est quoi cette façon de faire la guerre? Ça correspond au fait qu'on ne peut pas arrêter les flux immédiatement. Donc, entre-temps, le commerce continue. Par ailleurs, si on regarde la situation qui se passe en Ukraine, c'est quelque chose d'assez habituel. Même quand il y avait les combats très violents autour des deux républiques autoproclamées, Donetsk et Lugansk, le charbon extrait à Donetsk et à Lugansk était vendu à l'Ukraine. Et donc, les trains de charbon circulaient des républiques séparatistes vers l'Ukraine au moment même où on s'entretuait sur la ligne de front. Donc il faut savoir que c'est une des caractéristiques assez particulières des guerres. D'ailleurs, on l'a constaté aussi en Syrie, si vous voulez, dans les différentes guerres du Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui rappelle ce qu'était la guerre au Moyen-Âge ou à l'âge classique. Right. Ouais. C'est-à-dire on continue quand même. On se bat, mais en même temps on continue à commercer. Voilà. Si vous voulez. On est à 200 mètres du marché, mais ça déborde pas de la colline à côté. Voilà. Voilà. Et par exemple, je rappelle toujours que au moment des croisades, bon, oui, bien sûr, les Francs se tapaient dessus avec les Sarrasins et les Turcs en Palestine, oui, mais en même temps, si je puis ainsi m'exprimer, déjà, et déjà, le sultan d'Égypte établissait un accord d'assurance avec les princes chrétiens de Sicile, enfin les Normands de Sicile et d'Italie, parce qu'il y avait du commerce entre les deux.
Et dites, on va assurer nos cargaisons, on va assurer nos bateaux, et puis si vous perdez un équipage, nous paierons tant aux veuves et aux orphelins de vos équipages, et si nous perdons un équipage, vous paierez tant aux veuves. Donc il y a toujours eu, si vous voulez, ce type de situation. Et d'une certaine manière, la guerre totale, la guerre absolue, comme la guerre de 1914-1918, ou la Seconde Guerre mondiale, ce sont des cas aberrants dans l'histoire. Oui, par rapport à la normalité des guerres. Voilà, on est plutôt aujourd'hui vers un retour vers cette situation de la normalité des guerres. Et on est plus vers un retour d'un monde en guerre que d'une guerre mondiale. Exactement. Mais on va quand même pas dire à Emmanuel Macron, faudrait pas qu'il entende que en même temps ça date de Louis VI le Gros. À la santé du roi Louis VI le Gros! Parce qu'après, il va croire qu'il est dans la continuité des rois de France encore et ça va mal se passer. J'ai mis une question bonus qui n'a pas du tout de rapport avec la Russie, avant qu'on prenne les questions du chat. Parce que je me suis dit, on reçoit Jacques Sapir, ce serait peut-être le moment de parler de nos amis anglais. Comment ils vont? Ça fait 2 ans qu'ils sont partis du Brexit, 2 ans qu'ils nous ont dit bye-bye. Et sur BFM TV, là, ils disent qu'ils mangent des fruits en plastique, je crois, dans les supermarchés. C'est quoi la réalité? Ça va comment là en Angleterre? Est-ce que c'est la cata mais il fallait quand même faire le Brexit? Ça va très bien, il fallait quand même faire le Brexit? Ou alors ça va pas du tout, fallait pas faire le Brexit? Non, en fait... Comment ça va l'économie anglaise? En ce qui concerne les statistiques de l'emploi, l'Angleterre est à un taux de chômage le plus bas depuis 50 ans. Enfin, un rapport avec leur Brexit? Oui, très clairement. Comme il n'y a plus l'arrivée des travailleurs immigrés de Pologne, des pays baltes, etc., il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et évidemment, ça se sent aujourd'hui sur le niveau des salaires britanniques, etc. Bon. Après, il y a des problèmes de logistique. Oui, c'est vrai, parce que c'est compliqué. À partir du moment où vous sortez de la réglementation européenne, il faut établir une nouvelle réglementation. Donc, tout le monde savait qu'il y aurait des problèmes de logistique. Et ces problèmes de logistique, oui, ça veut dire qu'il peut y avoir de temps en temps la pénurie d'un produit, et puis 2 semaines après, c'est réglé, mais il y a toujours ce type de problème. Et alors, il y a une autre dimension, c'est que, en raison de cette hausse des salaires, mais aussi parce que l'économie britannique est quand même plus volatile que l'économie française, eh bien, il y a une hausse des prix qui est importante, et ils sont aujourd'hui avec une inflation de l'ordre de 9%. Je signale d'ailleurs que c'est à peu près le même phénomène en Allemagne. En Allemagne, vous savez, traditionnellement, on disait « Ah oui, les Allemands, ils n'ont pas d'inflation, nous, pauvres Français, nous avons... » Actuellement, nous sommes entre 4,5 et 5% d'inflation en France. On sera probablement au-dessus de 6 à la fin de l'automne. Ça, c'est un autre problème. Mais toujours actuellement, on est autour de 7,3 en Allemagne et ils s'attendent à être au-dessus de 8,5 à la fin de l'année. Et là, on voit bien que, en réalité, avec l'application de politiques néolibérales, elles ont, d'une certaine manière, cassé un petit peu ce qu'on appelait le modèle allemand, qui est devenu, lui aussi, une économie extrêmement volatile. Alors, en plus, c'est évidemment le problème des prix de l'énergie, puisque l'Allemagne est beaucoup plus dépendante de la Russie. Oui, mais en contrepartie, ils ont une balance commerciale qui est stratosphérique comparée à nous. Bien sûr. Mais si vous voulez, là, il va y avoir une forte hausse des prix dans cette année en Allemagne, supérieure à la hausse des prix en France, et c'est la même chose en Grande-Bretagne. Donc, je dirais qu'en Grande-Bretagne, un succès pour l'emploi, c'est très clair. Un succès pour les salaires, c'est aussi très clair. Des problèmes logistiques qui étaient prévisibles, qui étaient attendus, mais qui ne sont pas non gérables. Et puis des problèmes d'inflation parce que leur économie est plus volatile que nous. Et puis enfin, des problèmes, là, politiques, en particulier avec l'Irlande du Nord. Et là, tout le monde savait dès le départ que ça serait l'un des points délicats de la situation post-Brexit au Royaume-Uni. Alors on va prendre les questions du chat. Il y a une question de Twitch phobique, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une remarque qui dit « La France, un pays endetté qui va se permettre de menacer un pays sans dette ». Bruno Le Maire, le génie du siècle. Mais c'est vrai, est-ce qu'un pays endetté comme nous peut se permettre de menacer économiquement un pays qui n'a pas de dette? En théorie, oui. En théorie, oui. En théorie, oui, si on avait nos modes de gestion de la dette. Bon, après, c'est vrai, effectivement, qu'il y a
une petite aberration. La France a plus de 100% de dette par rapport au PIB. Alors, bien sûr, les paiements liés à cette dette n'ont cessé de baisser depuis quelques années. Donc, en réalité, le poids... Parce que si vous voulez, il faut comprendre, ce qui est important, ce sont les paiements que l'on doit faire par rapport à la dette, que l'on doit rapporter au flux de revenus qui vient du PIB. Et des impôts, évidemment. Je crois que pour l'instant, on ne rembourse pas les intérêts. Si, on rembourse. Que les intérêts, je veux dire. Et le capital, on n'a aucun problème. Pour l'instant, on n'a pas de problème. Si les taux d'intérêt montaient, on pourrait avoir des problèmes. Et c'est vrai que là, il y a un petit point amusant, c'est que la Russie, elle est avec 18% du PIB de dette. C'est-à-dire qu'elle est entre 6 et 7 fois moins que la France. Ah ouais. Ah oui, ça fait une belle différence quand même. Voilà. Alors ça, c'est une question qui est un peu annexe. C'est Pantouf qui nous dit: les pénuries d'huile, alors que nous produisons 3 fois plus que nous en consommons, sont-elles liées à la part allouée au biodiesel, qui est donc à un manque de planification? Il y a un peu de ça, mais c'est pas ça la principale raison. En fait, la matière première de l'huile, pour le tournesol, hein, pas pour l'huile d'olive, l'huile d'arachide, etc. Pour le tournesol, alors le premier producteur mondial, il faut le dire, c'est l'Ukraine. Et il n'y a plus d'exportation ukrainienne depuis 3 mois. Parce que l'Ukraine ne peut plus exporter matériellement, si vous voulez. Plus de ports, plus de chemin de fer, bon, etc. Donc oui, là, il y a un problème, et là, c'est un problème, pour le coup, directement lié à la guerre. Et dernière question, c'est une question un peu... c'est pas allez, c'est la question complotiste, entre guillemets. Les décideurs! Ça te va, les décideurs? On se souvient que aux États-Unis, en 2003, on avait énormément parlé à l'époque de l'influence du lobby militaro-industriel qui avait plus que encouragé, poussé, pour certains même participé à la création du fait politique qu'a été la guerre en Irak afin de vendre un maximum d'armes. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui on soit amené à la même situation en France? Ou est-ce que c'est du fantasme Est-ce que le lobby de l'armement, le lobby militaro-industriel en France est suffisamment puissant pour nous amener à une participation active dans le cadre d'une guerre? Ou c'est quand même moins endémique qu'aux États-Unis et moins puissant que là-bas? Non. Le complexe militaro-industriel, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il n'a pas du tout les mêmes moyens en France qu'aux États-Unis. L'État a toujours la haute main sur ce complexe, parce que d'une certaine manière, ce sont les commandes d'État qui le font vivre, et on n'est pas dans la situation aux États-Unis où on est avec de tels volumes de production, des tels volumes d'achat d'ailleurs par l'État américain, que la meilleure arme pour ce complexe militaro-industriel, c'est le Sénat. Et que par exemple, Lockheed Martin ou un autre producteur militaire dit: ah oui, mais si vous ne m'achetez pas ce type de matériel, je ferme telle usine en Alabama ou en Géorgie, etc. Et immédiatement, les 2 sénateurs de cet État montent au créneau en disant: non, il ne faut pas réduire le budget militaire. On fait le coup avec les F-35, oui. Voilà, bon. Ça, c'est un petit peu la situation qu'on a aux États-Unis et qui, évidemment, n'est pas du tout comparable à la situation française. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les gens qui étaient présents ce soir. Merci à la régie. Merci à toute l'équipe. Merci Cognac Jet. À vous les studios.